Bonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. Aujourd'hui, je reçois monsieur Laurent Saint-Pierre. D'ailleurs, monsieur Laurent Saint-Pierre qui est un habitué de d'IBI-TV puisque nous l'avons vu déjà dans plusieurs émissions, notamment dans Une porte ouverte. Et surtout, Laurent, tu es aussi la voix off de mes reportages ufologiques Missing Time. C'est ça, Laurent? Oui, bonjour à tous, bonjour à toi José, encore un plaisir de te retrouver. Oui, effectivement, je prends plaisir à faire tes voix off de tes reportages, bien entendu. Et donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Laurent, j'allais dire, je dirais, tu as un panel assez large, je veux dire, de recherche, on est bien d'accord. Donc, tu es un chercheur avant tout, Laurent. Alors, chercheur de vérité, bien entendu, un peu en ufologie, un peu en civilisation antérieure, antédiluvienne, et puis aussi en symbologie. En symbologie, voilà. Et c'est vrai que, j'allais dire, dans ce panel de recherche, aujourd'hui, tu nous reviens, je dirais, avec quelque chose qui est quand même assez connu à travers le monde, pour X raisons dont nous allons, je dirais, aborder le sujet un peu plus loin, mais on va parler de Bugarache, hein, je crois, Laurent. Oui, le pêche de Bugarache, situé dans l'Aude, c'est le massif des Corbières. Donc c'est pas très loin de chez moi, c'est à peu près à 20 km. Donc je peux t'en parler aisément. Et c'est un sujet très intéressant, comme tu viens de le dire, qui est connu de par le monde, par tous les chercheurs de vérité, et aussi par tous ceux qui s'intéressent au mystère de notre civilisation. Donc le pêche, il est pas loin, il n'est pas vu de ma fenêtre, mais à 20 km à Bordeaux, il est là. Et on va discuter tous les deux de ce qui rend le pêche si mystérieux, José. Oui, alors évidemment, beaucoup de mystères planent sur cet endroit, je dirais hautement tellurique, hein, pour le coup. Et c'est vrai que donc personne n'est, enfin, très peu de gens ne sont pas sans savoir que je reprends là encore modestement les travaux de l'ufologue français feu Monsieur Jimmy Guilleux, c'est vrai, Laurent. Et Absolument. Jimmy a été d'ailleurs un des tout premiers à nous en avoir, je dirais, parlé dans ses portes du futur, dans ses séries de reportages aussi, Laurent. Ah ben Jimmy, il a ouvert la porte au monde entier, aux Français, surtout aux francophones, de tous les mystères qui peuvent entourer le Bugarache et les alentours, comme Rennes-les-Bains, et aussi Rennes-le-Château. C'est tout proche, hein, Oui, effectivement. oui, puisque je pense peut-être que dans tes témoignages et dans ce que tu as, dans tes recherches, pardon, Laurent, je crois que donc il y a aussi le côté ben, justement, tu viens de le dire, de Rennes-le-Château, donc le fameux trésor de la Bessonnière. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce pêche, quand même, Laurent, c'est important ça. Ben, tu te rappelles l'émission qu'on avait fait sur le triangle des Bermudes? En fait, c'est un triangle. Rennes-le-Château, Bugarache, Rennes-les-Bains, ça forme un triangle, et dans ce triangle, on dit le triangle mystérieux de l'Aude. Effectivement, il y a des phénomènes un petit peu surnaturels qui s'y passent, et des mystères qui sont encore loin d'être dévoilés. Tout à fait, Laurent. Donc, en introduction, donc pour attaquer le sujet, donc ce pêche de Bugarache, on y retrouve notamment évidemment des dimensions. Quelles sont-elles finalement? Alors, le pêche de Bugarache, c'est une basse montagne qui fait 1231 mètres. C'est une montagne qui, tout d'abord, géologiquement, est inversée. Parce qu'on retrouve des strates rocheuses de 150 millions d'années qui sont au-dessus de celles qui n'ont que 15 millions d'années. Donc c'est une montagne géologiquement inversée, d'où déjà sa première caractéristique. Oui, alors là, je me permets de te couper parce que c'est quand même extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que géologiquement, c'est une montagne qui est montée à l'envers, quoi. En gros, c'est ça. Absolument, c'est monté à l'envers. Et pour avoir discuté avec des géologues sur des sentiers cathares, ils ne peuvent pas expliquer ce phénomène. C'est un phénomène d'érosion qui est très très rare de par le monde. Oui, puisque dans tes recherches, comme tu le soulignes ici, je dirais, Laurent, effectivement, des pêches de Bugarache, il n'en existe pas si tant que ça, finalement, dans le monde entier, hein, Laurent. Hein. Non, il n'y en a qu'un seul, il est ici dans l'Aude, José. Ah, il n'y en a qu'un seul, donc vraiment, géologiquement, il y en a plus que très peu, il y en a qu'un, quoi. Ah ben, aussi connu que le Bugarache, il n'y en a qu'un, c'est ici, oui. D'accord, et donc toujours dans son descriptif, Laurent? Oui, je t'écoute. Alors, est-ce que tu peux donc tu nous as donné ces dimensions, tu viens de nous dire quelle était, je dirais, cette montagne. C'est un mont, une montagne, vous le considérez comment, vous, je veux dire, dans la région? C'est pas c'est une basse montagne, ils appellent ça un pêche. Un pêche, c'est comme un pic, c'est un peu plus haut qu'une colline, c'est une basse montagne. D'accord, c'est une basse montagne et donc on attaque tout de suite, hein, Laurent, sans donner trop de suspense à l'émission, c'est vrai. Ah, Mais absolument, si tu veux. je dirais alors, qu'est-ce qui a créé justement, quelle est la genèse de ce fameux pêche de Bugarache, Laurent? Alors la genèse, elle est intéressante en fait.
La théorie a le nez d'une milliardaire qui s'appelle Elizabeth Van Buren, qui était une descendante du 8e président des États-Unis qui s'est installé à Bugarach dans les années 80. Et cette personne était convaincue d'un passage vers d'autres planètes ou d'autres dimensions, hein, comme on veut, ou l'existence d'un vortex. Alors, elle a écrit, cette personne, Elizabeth Van Buren, elle a écrit de nombreux ouvrages qui ont contribué à attirer sur place les chercheurs de trésors et aussi les mystiques et les médiums. Donc ça, c'est le point central, c'est ce qui a fait connaître Bugarach à travers le monde anglo-saxon et le monde entier, en fait, à tous ceux qui s'intéressaient au mystère. Oui, donc cette dame-là, donc Elisabeth Van Buren, d'où lui est venue, je dirais, cette hypothèse, cette idée. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'on le sait, ça, Laurent? Alors, on a des hypothèses. C'était une personne qui devait être férue des ouvrages de Jules Verne, parce que des éléments plus anciens, on en a autour de cette montagne. Et justement, dans un des ouvrages de Jules Verne, qui s'appelle Clovis d'Ardentor, on a pour personnage central le capitaine Bugarach. Donc, ces ouvrages sont écrits au 19e siècle. Hein. Donc, l'auteur étant pour certains un initié, donc Jules Verne, le non-dit du capitaine a fait écho de par le monde et des chercheurs, et ce qui fait qu'il a rendu la montagne de Bugarach célèbre au mystère. D'accord. Et donc, dans ce roman de Jules Verne, donc j'imagine beaucoup de rapprochements avec ce pêche. Mais as-tu lu ce livre justement pour en parler, Laurent? Il est très difficile à trouver. Hein. C'est pas le roman le plus connu de Jules Verne. J'ai regardé sur Internet, il y a très peu d'exemplaires. D'accord, donc cette fameuse dame, donc Elisabeth Van Buren, donc qui était affiliée apparemment au président américain, c'est ce que tu nous dis, Laurent, là. Hein. Alors, c'est une bonne recherche à faire. Le 8e président des États-Unis, donc c'est pas loin de la création des États-Unis, ça doit être quelques décennies, plusieurs décennies après, mais effectivement, c'est une personne milliardaire qui s'est installée dans la région, une mystique certainement, une personne qui croyait aux énergies, et c'est elle qui a fait connaître le pêche de Bugarach au monde entier, parce qu'avant c'était une montagne qui a toujours été une très belle montagne, mais les chercheurs de mystère ne s'étaient jamais vraiment intéressés. Oui, donc elle a lancé, je dirais, cette renommée d'ailleurs internationale, hein, puisque maintenant, je veux dire, c'est plus un secret, le pêche de Bugarach est évidemment connu à travers le monde, et c'est vrai pour X raisons, tout à fait, hein, Laurent, mais c'est vrai que, j'allais dire, donc c'est une personne qui s'est installée dans le coin, et elle a essayé de faire justement, modestement de son côté apparemment, ses recherches, et donc, qu'est-ce qui l'a poussé justement, mais je veux dire, d'entrée de jeu comme ça, à se dire que c'est un vortex, ou une porte vers d'autres dimensions, d'autres êtres finalement que la Terre, c'est étonnant quand même. Laurent. Oui, les informations ne sont pas très claires à ce sujet, mais on peut imaginer que cette personne, Van Buren, c'était quelqu'un qui marchait beaucoup, qui avait déjà de grandes connaissances dans le milieu ésotérique, et qui avait peut-être fait des découvertes, et aussi qui devait s'inspirer de plusieurs ouvrages passés. On va encore reparler de Jules Verne, parce que dans Voyage au centre de la Terre, il y a des indices et des symboles qui nous indiquent et nous renvoient à cette région des Corbières, hein, José. Oui, donc Jules Verne, un initié, là, à un moment donné, là, tu le dis. Un initié, c'est pas n'importe qui, oui. D'accord. Et donc suite à cela, donc j'imagine, beaucoup de gens qui s'intéressaient justement aux travaux de cette dame, eh bien, sont venus à travers le monde pour essayer d'y retrouver, je dirais, comme tu le soulignes ici, certaines énergies ou certains passages à un moment donné. C'est ça, Laurent, hein? Ah oui, bien sûr, on a eu des chercheurs de trésors, on a eu des médiums, on a eu des radiesthésistes, des gens qui étaient en quête de vérité, des personnes qui voulaient se ressourcer. On a un personnage intéressant, hein, un Helvète, un Suisse, Daniel Betex, qui est un passionné d'histoire. Il a entrepris des fouilles dans les grottes et les cavités environnantes de la montagne. Et d'aucuns murmurent dans les alentours qu'il aurait découvert, ou en tout cas qu'il était sur le chemin de l'Arche d'Alliance. Alors, oui, l'Arche d'Alliance, c'est un des mythes de Bugarach. On dit qu'il y a l'Arche d'Alliance qui est cachée. On peut dire aussi que c'est un refuge pour l'Apocalypse. On en reparlera tout à l'heure par rapport au phénomène de la fin du monde en 2012. Ou alors une base extraterrestre souterraine. À noter que ce personnage, M. Daniel Betex, au moment où il a parlé de cette découverte, d'avoir découvert des galeries dans la montagne, il est mort de façon assez étrange. On ne peut pas expliquer sa mort, un peu comme feu Jimmy Gueux, José. Oui, alors là, c'est encore un autre débat que je connais bien modestement, c'est vrai. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais en même temps, c'est vrai que, des morts plus ou moins non naturelles, par rapport à certains chercheurs, est-ce qu'il aurait fait une découverte justement? Parce que en général, j'allais dire, on ne meurt pas mystérieusement sans avoir fait une découverte importante, Laurent.
d'aucuns dans les environs disent qu'il aurait découvert ou qu'il était tout au moins sur la piste de quelque chose de très important. Ouais. Oui, donc tu parles de l'Arche d'Alliance, c'est ça aussi. Hein. L'Arche d'Alliance, ça peut être aussi la Mémora, ça peut être aussi le tombeau du Christ, le trésor des Templiers. Tout fait référence, tous les indices et les symboles mènent à la montagne aux pêches de Bugarache. Oui, et c'est vrai qu'en, j'allais dire, cherchant un petit peu plus loin là-dedans encore aussi, et pour répondre aussi à ce que tu dis, Laurent, c'est vrai que même dans le Da Vinci Code, on en parle aussi quelque part. On revient ici à ce moment-là, c'est bizarre. Hein. Dans le Da Vinci Code de Dan Brown, on tourne autour de Bugarache, on tourne surtout vers Rennes-le-Château, vers Rennes-les-Bains, on parle du tombeau du Christ, évidemment, c'est toujours basé sur dans le même secteur de cette région, de l'Aude, les Corbières. Oui, donc ce fameux triangle dont tu parlais au tout début de l'émission. Là. Absolument. Oui, donc alors suite à cela, donc mais bon, j'aimerais quand même revenir à ce que tu viens de dire. C'est vrai que cette personne là, donc apparemment décédée mystérieusement, elle est décédée de quoi? On dit mystérieusement, mais finalement, tu le sais ça, Laurent, ou pas? Non, malheureusement, j'ai beau chercher sur Internet, essayer de trouver des ouvrages. C'est une personne qui était assez secrète, il en a parlé à ses proches, et c'est le bouche à oreille qui a voulu que cette personne est décédée de circonstances un petit peu mystérieuses. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Rebonjour à toutes et à tous dans Les coulisses de l'étrange. Les coulisses de l'étrange, évidemment, une émission classée sur le signe, toujours, avec l'amitié franco-canadienne, puisque cette émission est diffusée aussi sur une radio canadienne, les amis. Donc, nous sommes toujours, je le dirais, en pays, on peut dire Qatar, hein, je crois, Laurent, donc toujours en Bugarache. Absolument, Templier, Qatar, oui. Ah, parce que c'est important aussi de le souligner, ça aussi, hein, Laurent, pardon. Ah, mais c'est un haut lieu de culte Qatar, le Bugarache, il y a beaucoup de châteaux au Qatar aux alentours. Il y a, certaines personnes disent qu'il y a même des galeries qui mèneraient à des châteaux. Ouais, tout ça c'est relié, hein. C'est relié. Et donc pour attaquer le deuxième module, je dirais de l'émission, Laurent, effectivement, c'est vrai que là, alors une chose extrêmement étonnante justement dans cet exposé que tu nous fais là, c'est-à-dire que là, tu vas nous parler, et je trouve ça vraiment étonnant, c'est-à-dire que les Américains, dont notamment la fameuse NASA, n'ayons pas peur des mots, hein, est venue enquêter en Bugarache. Tu peux nous le dire ça, Laurent, c'est étonnant. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont vu l'agence spatiale américaine avec leurs employés venir faire des fouilles, qui auraient creusé des galeries. Donc la NASA était sur place, le périmètre a été fermé au public, bien entendu, l'espace aérien, et ça on en reviendra aussi. Et donc on sait que la NASA aime bien garder les secrets, hein, José, donc c'est peut-être pas pour rien qu'ils se sont intéressés à Bugarache, faire le déplacement. Oui, c'est étonnant. Donc, j'imagine alors un petit détachement de scientifiques de la NASA. Alors, qu'est-ce qu'on est venu étudier? On le sait ça ou pas? Officiellement, c'était géologique. Officiellement, bien entendu. Après, officieusement, peut-être qu'ils cherchaient autre chose. Ça, malheureusement, il n'y a aucun témoin pour venir nous en parler. D'accord. Alors, on l'a su comment? Tu l'as su comment cette histoire-là? Tu sais, il y a beaucoup d'articles de journaux qui sont parus sur le fait que l'agence spatiale était venue. Bon, des articles qu'on retrouve plus malheureusement sur Internet, qui sont passés sous le secret ou la censure. Beaucoup de personnes qui habitent Bugarache, qui se plaignaient du bruit, des lumières aux alentours, des passages d'hélicoptères. Donc oui, il y a des témoignages quand même de personnes qui vivaient proches des lieux et qui étaient quand même un petit peu dérangées par tout ce cohue-bohue. Oui, donc la NASA vient faire justement, soi-disant, entre guillemets toujours des prélèvements, donc sachant que, bon, on n'est pas là pour dénigrer non plus, mais enfin bon, hein, on le sait en tant qu'ufologue, toi et moi, Laurent, pour l'avoir étudié depuis de nombreuses années, la NASA n'est pas quand même quelque chose qui travaille à découvert, hein, on est bien d'accord, puisque en général, on nous envoie pratiquement tout le temps de la désinformation hein, de ce côté-là, donc c'est quand même étonnant qu'on vienne justement, alors peut-être aussi par rapport à cette américaine qui est venue habiter dans le quartier, je dirais, donc c'était Elisabeth Van Buren, pourquoi pas? Elle a dû peut-être toucher dans le mille, effectivement. Ils ne se sont pas déplacés pour rien. Ce ne sont pas des personnes qui font tant de kilomètres, ces milliers de kilomètres pour rien. Avec tout ce matériel, on sait que ça coûte de l'argent. Et comme la NASA est reliée à tout ce qui est cosmologie, on peut faire le rapprochement avec un éventuel vortex, ce genre de choses, hein, les portes dimensionnelles, effectivement. Oui, donc on pourra y aller un petit peu plus loin justement là-dedans, et c'est intéressant, c'est vrai Laurent. Mais en même temps, là j'aimerais rebondir tout de suite à ce que tu as dit il y a quelques instants, c'est-à-dire que on survole Bugarache.
Alors, moi, je dirais, citoyen lambda, respectant plus ou moins, je dirais, la loi aéronautique, normalement, un pêche, une montagne ou un mont, on ne survole avec aucun, je dirais, aucun avion, aucun hélicoptère, normalement, Laurent, c'est ça? Il n'y a pas beaucoup d'hélicoptères. J'y suis allé plusieurs fois sur les lieux, que ce soit de nuit ou de jour. J'ai jamais vu un seul avion ou un seul hélicoptère survoler Bugarache, à exception d'hélicoptères militaires et d'avions de chasse militaires. On voit souvent passer des avions de chasse, et quand ils passent au-dessus de Bugarache, ils ont tendance à ralentir. Oui, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Oui, On oui, donc, dit aussi que pour une raison tellurique, les systèmes de positionnement des avions, les systèmes électroniques se dérégleraient au-dessus du pêche suite à un flot d'énergie qui serait bien trop important. oui, alors ça, j'allais dire, plus ou moins, ayant fait quelques recherches modestes encore toujours là-dessus, Laurent, c'est vrai que, je dirais, bon, il n'y a pas que Bugarach, puisque les hauts lieux telluriques sont tout d'abord les montagnes, tout simplement. Oui, 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 bien souvent, c'est vrai. Alors, après la NASA, alors qui s'y est intéressé encore de plus près, j'imagine, encore d'autres plus ou moins connus. Je sais que de mon côté, sans aller trop loin, hein, sans balancer, hein, comme on dit, je dirais, sans donner de source, que des officiels ou officieux, je dirais, de l'armée française, c'est-à-dire un peu la DGSE ou des choses comme ça, il y a eu des détachements aussi pour venir étudier ça, Laurent, c'est important ça. On a vu beaucoup de détachements militaires faire des manœuvres autour de Bugarache, dans ces alentours-là. Bon, bien entendu, fermés au public à ce moment-là, bien qu'on puisse comprendre que des manœuvres militaires ne soient pas accessibles au public. Mais bon, là, il y a quand même des barrages de la gendarmerie bien en aval de Bugarache, donc on ne peut absolument pas y pénétrer. Il y a aussi le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, qui est souvent venu sur Bugarache et ses alentours. Et une anecdote, François Mitterrand s'est rendu une ou plusieurs fois sur il n'a peut-être pas ascensionné la montagne, mais il est allé dans le village, effectivement, oui. Oui, alors ça, j'avais déjà aussi entendu Uvan, et entendu parler de vive voix par justement des témoins de l'époque qui m'avaient parlé justement que François Mitterrand survolait avec un hélicoptère d'ailleurs assez régulièrement Bugarache. Alors, on a des idées, qu'est-ce qu'il venait en fait finalement, qu'est-ce qu'il venait faire, hein, juste en tant que président touriste ou bien autre chose finalement? Ben, tu sais, on peut faire la comparaison avec Jules Verne. Pour certains, François Mitterrand était un initié qui le reliait au prieuré de Sion, donc toujours pareil, d'après le roman de Dan Brown, un sénéchal, un gardien du secret. Donc, c'est pas par hasard qu'il est venu aux alentours de Bugarache et de Rennes-le-Château-José. Oui, puis c'était un homme d'ailleurs, notamment avec la pyramide du Louvre, avec ses facettes, hein, on va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses, c'est vrai que il touchait beaucoup, enfin, c'est ce qui se dit, À l'ésotérisme. à l'ésotérisme, mais je dirais même plus loin à l'occultisme aussi, Laurent. À l'occultisme, ben, tout ça c'est de l'occulte, hein. C'est cette fameuse pyramide du Louvre à 666 facettes, avec cette pyramide inversée qui dans le roman de Dan Brown donne sur le tombeau de Marie-Madeleine en dessous. Donc oui, François Mitterrand, qui avait pour conseillère Elisabeth Tessier, la célèbre médium française. Oui, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque Madame Soleil. Madame Soleil, oui. Donc il aimait tout ce qui était ésotérique, et donc quoi de plus qu'ésotérique que Rennes-le-Château et en proprement parler Bugarache. Ben, de toute manière, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tous nos grands monarques de l'époque, puisque je pense que François Mitterrand en était un aussi, savaient s'entourer, je dirais, de plus ou moins de médiums, de voyants. Ce sont toujours des gens qui ont été toujours dans l'occultisme, quelque part, Laurent. Oui, ce sont des gens qui aimaient les mystères, qui aimaient baigner là-dedans, dans tout ce qui était un petit peu de l'ordre du surnaturel. Bon, on n'ira pas dire que c'est un mystique, mais oui, ça les intéressait, ils s'intéressaient à cela de très très près, oui. Et donc, Laurent, donc toujours dans cet exposé du pêche de Bugarache, donc là, tu vas nous parler de quoi? Donc, une anecdote ou bien des choses que tu as trouvées de ton côté là encore? Alors, de mon côté, ce que j'ai trouvé, c'est pour avoir ascensionné 3 fois Bugarache et une fois de nuit, ce qui est impressionnant, c'est la sérénité des lieux. L'endroit, il dégage quelque chose, José. Même si on est très sceptique, quand on commence à fouler, à arpenter les sentiers de Bugarache, on arrive dans un autre monde. Donc déjà, le paysage change à chaque fois qu'on gravit un étage, si je dirais. Donc, on n'entend rien. On n'entend pas de bruit d'oiseaux, pas de bruit d'insectes. Il n'y a pas de rivière autour. Il y a, je ne sais pas si tu as entendu parler des élémentaliens, mais il y a beaucoup de pierres, beaucoup d'arbres qui ont des apparences humaines. Quand on arpente et qu'on sait regarder,
Donc déjà, c'est assez mystérieux. On a l'impression d'être suivi en permanence, mais pas espionné dans le sens, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu vas faire une bêtise, on va t'interpeller. Non, peut-être une présence bienfaitrice, une présence tout simplement qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas voir, mais que j'ai pu moi-même et plusieurs personnes ressentir plusieurs fois. Alors oui, alors c'est vrai que ça me parle puisque tu parles d'élémentaliens, et si je peux faire une comparaison de mon côté, Laurent, c'est vrai que, bon, habitant en Bretagne, hein, c'est vrai que j'allais faire une comparaison toute simple avec la forêt de Brocéliande, puisque c'est vrai que par rapport à ces élémentaliens, d'ailleurs, j'aurai des émissions d'ailleurs que nous allons réaliser ensemble, des reportages de donc Missing Time, où on parlera justement, j'ai fait quelques enquêtes avec vidéos et photos à l'appui, donc de ces fameux élémentaliens. Donc oui, ça me parle, et c'est vrai que Brocéliande est une forêt, j'allais dire, alors c'est une forêt, ce n'est pas du tout un pêche, mais j'allais dire pour le côté tellurique, le côté chargé, le côté mystique de l'affaire, on peut quand même y faire une petite comparaison vite faite quand même à ce moment-là, Laurent. On peut faire même une grande comparaison, José, et puis moi pour avoir habité longtemps dans le sud-est, près de Marseille, il y a une montagne pas très haute, qui est bien plus basse que celle de Bugarach, qui doit faire 800 mètres, qui s'appelle la Sainte-Baume, tu en as peut-être entendu parler. Oui, bien sûr, la Sainte-Baume, oui, évidemment, puisque j'ai justement une enquête sur la Sainte-Baume, ça fait 3 ans que je la réalise, donc tu n'es pas au courant, donc je le dis là. Donc nous la verrons, j'espère, peut-être cette année, mais il y a beaucoup de travail, mais plutôt l'année prochaine. Mais ça, donc oui, il y a une enquête qui va être réalisée justement sur cette fameuse Sainte-Baume, qui est un lieu assez spécial. On peut peut-être même parler de vortex là pour le coup, sans me lancer. Ouais, vortex, tellurique, oui, exactement. Et quand on ascensionne la Sainte-Baume, quand on marche dans cette forêt, on a l'impression que chaque arbre est à sa place, qu'il a été planté par une main humaine, on n'est pas seul quand on est dans un endroit pareil. On n'est jamais seul. Alors moi, une question qui me vient là, parce que je n'y suis jamais allé, mais j'espère y aller d'ailleurs cet été, puisque on doit se rencontrer justement par chez toi, Laurent. Et c'est vrai que est-ce que c'est facile à gravir? Est-ce qu'il faut vraiment être quelqu'un de chevronné pour gravir ce mont Alors, bien évidemment, il y a plusieurs difficultés de sentier, il y a plusieurs balisages. On va dire que en fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'on veut ressentir, il y a plusieurs ascensions possibles. Maintenant, non, c'est à la portée de tout le monde. Oui, donc tout le monde, je dirais, puisque les gens qui vont écouter cette émission, j'espère d'ailleurs, c'est un peu le but aussi, de s'y intéresser et de venir tout simplement à Bugarach, justement, comme tu le soulignes, comme beaucoup de personnes avant nous d'ailleurs, et avant toi, Laurent, c'est-à-dire y rechercher peut-être quelque chose de mystique ou tout simplement une sérénité, un apaisement avec la nature aussi, hein, Laurent. Ouais, une redécouverte de la nature, une osmose avec la nature, un paysage hors du commun, avec une vue qui surplombe les Corbières, on voit même la Méditerranée, on voit le mont Canigou dans les Pyrénées. C'est vraiment magnifique. Et petite anecdote, il y a souvent un nuage stationnaire au-dessus de Bugarach. Alors bon, c'est pas forcément surnaturel, ça peut avoir une explication physique et géologique, mais c'est assez impressionnant de voir toujours un nuage qui stationne au-dessus du pêche. D'accord, donc un nuage, une espèce de cumulonimbus, le gros nuage, c'est ça, Laurent, non? Cumulus, c'est ça, oui. D'accord, oui, c'est étonnant, donc c'est vrai que, bon, après, géologiquement, tu nous as dit au tout début que c'était une montagne quand même montée à l'envers, donc, ce qui est quand même étonnant, parce que j'y reviens, parce que une montagne montée à l'envers, c'est-à-dire que dans les strates, donc, dans l'évolution géologique de la Terre, comment se fait-il qu'elle est montée à l'envers, quand même, ça me taraude, quand même. C'est une question que j'ai posée à un géologue lors d'une petite randonnée à la découverte de fossiles. Ils constatent les faits, mais ils ne peuvent pas les expliquer, en fait. C'est quasiment inexplicable. Oui, c'est comme si qu'on a pris la montagne et qu'on l'ait retournée à l'envers, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Absolument, c'est comme si une main géante avait creusé, avait posé la montagne à l'envers, absolument. Mais il y a tellement de choses qui sont complètement folles quand on y regarde de plus près, Laurent, c'est vrai. Et donc, ce pêche du Bugarach, évidemment, en fait partie, hein. Ah oui, le Bugarach, quand on aime les sensations fortes et qu'on aime la nature, on ne peut que s'arrêter en admiration devant le pêche du Bugarach et essayer de l'ascensionner, ne serait-ce que le prendre en photo ou arriver aux portes du village. Il y a quand même une atmosphère étrange, n'en déplaise aux sceptiques, il y a quelque chose qui se passe là-bas, c'est sûr. Oui, à la limite, je dirais que cette émission n'est pas faite pour les ultra-rationalistes qui, eux, ne nous intéressent pas. Ça, c'est clair et net, hein, alors à un moment donné, il faut le dire. Mais bon, après, chacun, il fera justement son idée et il trouvera peut-être son compte, c'est le but. Mais, donc, j'aimerais quand même rebondir encore une fois de plus, c'est-à-dire, par rapport justement à Jimmy Gueux dans une de ses portes du futur, à un moment donné, Jimmy avait pris un témoin,
Et ce témoin nous avait expliqué que dans certaines cavités, donc dans certaines crevasses de ce mont, eh bien, on y écoutait des bruits métalliques, comme des machines ou des choses comme ça. C'est étonnant ça, Laurent. T'as déjà eu vent, soit de tout ça, toi, de ton côté? Oui, il y a beaucoup de témoignages, José, qui indiquent que les gens, les personnes, alors c'est plutôt les habitués de la montagne, hein, qui perçoivent un bruit caverneux, un ronronnement comme une machine souterraine qui respirerait, pour reprendre leurs mots. Et de là, le rapprochement avec une base souterraine, alors une base qui abriterait quoi? Ça, personne ne l'a vu, on peut que le supposer, mais effectivement, il y a des bruits. Alors autant quand on n'entend pas de bruit d'oiseaux, d'animaux, de végétaux, mais par contre, on a une sensation de bruit un peu métallique par moment, caverneux, comme une machine en ronronnement, José. Rebonjour à toutes et à tous dans les coulisses de l'étrange. La troisième partie, le dernier module, toujours avec mon invité et d'ailleurs collaborateur de mon équipe, le GT et grand ami devant l'éternel, Laurent Saint-Pierre. José, c'est un plaisir d'être avec toi. Écoute, un plaisir réellement toujours partagé, hein. Évidemment, Laurent, tu es mon ami et c'est vrai que tu es extrêmement érudit sur certaines questions et c'est vrai que là, mine de rien, tu nous en donnes quand même un peu sur le Bugarache. Et donc, nous étions laissés juste avant la petite coupure pub, je dirais entre guillemets, où on parlait justement que Jimmy Guilleux, donc toujours, le maître, eh bien effectivement, avait eu un témoin comme quoi qu'on entendait justement des bruits caverneux, des bruits métalliques. Et ça, c'est vraiment intéressant quand même, Laurent. Ouais, des bruits métalliques. Jimmy Guilleux était venu sur place, il avait interrogé un monsieur qui s'appelle Burtion, qui avait témoigné et qui avait vu et entendu un nuage se former et rester en stationnaire pendant plusieurs heures et entendu des bruits assez intéressants et énigmatiques qui venaient du fin fond de la montagne. Oui, alors, petite comparaison là encore de mon côté, mais légère, je vais faire un truc léger, c'est-à-dire que il y a eu pas mal aussi, moi j'ai écouté comme justement sur le Bugarache, il y aurait peut-être aussi, c'est ce qui se dit, une base extraterrestre, mais notamment une base humide, donc les fameux humeaux, hein, c'est ce qu'on dit, parce que on peut faire une comparaison aussi avec le fameux village, en reprenant toute la jeunesse pour ceux qui connaissent tout ça d'ailleurs, hein, d'ailleurs notre physicien, le fameux monsieur Jean-Pierre Petit, monsieur Jean-Pierre Petit s'était grillé quelques plumes hein, à ce sujet aussi. Hein. Ah ben il avait fait un sujet professionnel, hein, en divulguant tout ça. Hein. Exactement, et d'ailleurs il a vite retiré, je dirais, son couteau, puisque de la pomme, puisque apparemment ce serait 50-50. Bon voilà, alors la comparaison avec Bugarache, elle est là à un moment donné, parce que on dit bien que aussi on observe apparemment de temps en temps des êtres plus ou moins surnaturels. N'ayons pas peur des mots, Laurent. Des rencontres du troisième type, il y en a eu peut-être, oui, surtout des rencontres avec des objets volants. Hein. Moi, j'ai eu la chance de voir certaines photos, dont maintenant l'auteur de ces photos a disparu au fin fond du monde, qui était un érudit sur le sujet. Et j'avais vu des photos de matérialisation d'objets volants non identifiés, c'était assez impressionnant au-dessus de la montagne. Ah, donc tu as eu accès à tout ça. Et donc dommage, tu ne peux plus justement avoir accès à ce témoin finalement qui avait quand même quelques preuves photographiques quand même, Laurent. À un moment donné, c'était intéressant. Ça aurait été intéressant de les voir. Absolument, ça aurait été intéressant de l'avoir dans ton émission. Et je lui ai proposé à maintes fois, il était très discret sur le sujet. Il est allé s'expatrier au fin fond d'un village, je ne sais plus lequel, en Afrique. Et donc, il est resté avec ses mystères là-bas. D'accord, malheureusement pour nous, je dirais entre guillemets, mais c'est triste, mais c'est comme ça, Laurent. Mais en même temps, il y a quelque chose quand même d'extrêmement encore là important à souligner. Et d'ailleurs, beaucoup de gens en ont fait les frais, c'est-à-dire le fameux calendrier Maya de la fin du monde de 2012, Laurent. Et c'est vrai que Bugarache, eh bien, était l'axe central, je dirais, de tout ça à un moment donné. Alors, 2012, le 21 décembre 2012, la fin du monde effectivement prévue par le calendrier Maya. Donc, beaucoup de personnes avaient eu l'information comme quoi le village de Bugarache, ou du moins la montagne, plus précisément, était un refuge, le seul refuge qui tiendrait au moment de l'extinction de la race humaine. Donc, énormément de personnes se sont déplacées dans le village, ça a doublé, triplé, quadruplé de densité humaine. Ça a été un moment très pénible à vivre pour les habitants du village c'est un village qui compte quoi? Peut-être une centaine d'habitants, hein, pas plus, hein. Donc il y a beaucoup de tentes qui ont été dressées, beaucoup de mystiques qui sont venus,
faire des petites des randonnées, qu'on appelle ça des cérémonies occultes. Donc il y a une ambiance tout à fait étrange à ce moment-là à Bugarach, qui n'était pas néfaste, hein, c'était pas des gens qui étaient venus pour se bagarrer, au contraire c'était beaucoup de hippies, beaucoup de personnes qui étaient venues pour se sauver elles-mêmes et sauver les autres, donc il n'y avait pas d'animosité. Mais le village a été connu au monde entier, en dehors des ouvrages de cet Américain dont on a parlé, Van Buren, mais aussi parce qu'il a été cité, alors par qui a dit que Bugarach était la montagne de la fin du monde, la montagne salvatrice de la fin du monde? Ça, c'est une énigme, hein, José. Oui, parce que on dit justement dans ce calendrier Maya, mais on dit, ça reste encore des on dit, comment on peut le situer? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que c'est complètement aberrant, puisque à la limite que le calendrier, donc un cycle Maya, donc dans leur codex, s'arrête, à la limite, ça je veux bien le croire, hein, c'est vrai, de toute façon, Oui. les preuves sont là, le calendrier en est pour témoin d'ailleurs, mais bon, pourquoi Bugarach? Qui a osé dire ça à un moment donné, alors que on sait très bien maintenant qu'on est en 2020 avec le recul, et il n'y a rien eu de tout ça, il n'y a pas eu de fin du monde. Ah non, il n'y a pas eu de fin du monde. D'ailleurs, c'était la fin d'un monde. Hein. C'était pas la fin vraiment du monde, c'était la fin d'une étape, la fin d'un cycle. Le calendrier Maya ne précise pas Bugarach dans ses écrits. Ce sont des personnes qui ont fait leur rapprochement avec Bugarach. Et pour avoir parlé avec des personnes qui habitent mon village et les villages alentours, à ce moment des faits, en 2012, le 21 décembre, les gens avaient peur. Ils attendaient cette date avec appréhension. Et ils n'allaient pas forcément à Bugarach parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer, mais il y avait une atmosphère assez pesante, José, très pesante. Oui, alors oui, j'imagine, comme tu dis, bon, les riverains, bon, les pauvres gens qui habitent là-bas ont dû être un petit peu débordés par ce flot de tourisme cosmique, j'allais dire, à un moment donné, puisque, comme tu le Ah oui, soulignes, bon, il y avait à boire et à manger, c'est-à-dire il y avait des illuminés, ça existe, hein, et puis des gens un peu plus sérieux qui croyaient aussi quelque part à cette fin du monde, Laurent. il y avait des gens qui croyaient dur comme fer, qui se sont établis là-bas, même après le dit 21 décembre 2012, des mystiques, des gens férus d'ésotérisme, des gens qui étaient en quête de bien-être. Donc, beaucoup d'anglo-saxons hein, ont acheté des propriétés à Bugarach, beaucoup d'écrivains, bon, il y a énormément de gens comme ça, oui. Oui, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo qui circulait notamment encore sur YouTube. C'est vrai que j'avais vu justement le fameux Sylvain Durif. D'ailleurs, hein, tu sais bien, Laurent, on se tutoie, hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'il m'avait fait beaucoup rigoler quand même à ce moment-là. C'est un drôle de personnage quand même qui vit dans la région ou qui vivait dans la région, Laurent. Qui vivait, on n'a plus entendu parler du grand monarque Sylvain Durif qui se prétendait être de la lignée des rois de France. Hein, Oui, le monarque cosmique, je crois, pour être le exact. monarque cosmique, oui. Oui, donc, Oui, mais je l'ai pris en stop, figure-toi. étonnant. Et effectivement, j'avais pour témoin un ami, il était avec sa femme, qui est elle-même la grande prêtresse d'Égypte. Oui, donc j'imagine du bon monde dans ta voiture à ce moment-là, Laurent. C'était un moment assez incroyable, oui, effectivement, oui. Surréaliste, hein. Bon, donc moi je n'ai, bon, comme beaucoup de personnes, je ne le connais pas personnellement, mais le peu que j'en ai vu, bon, je ne suis pas là pour dénigrer cette personne, mais c'est vrai que donc le 21 décembre 2012, j'avais vu une vidéo sur lui, et c'est vrai que bon, je ne suis pas quelqu'un de moqueur, et tu me connais, mais là, je me suis dit quand même, le coco, il va quand même un petit peu loin dans ce qu'il dit. Absolument. Il va un peu loin et c'est parfois même très difficile de le suivre, hein, José. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc on va essayer de garder notre sérieux, donc reprendre le fil conducteur de l'émission, Laurent. Et donc, alors, on arrive bientôt au terme d'ailleurs de celle-ci, Laurent, d'ailleurs est extrêmement agréable et je pourrais t'entendre parler pendant des heures de Bugarach ou même d'autres choses que nous avons discuté plus ou moins en off. D'ailleurs, je t'invite à faire d'autres émissions, Laurent, à un moment donné. Ah ben ça sera avec grand plaisir, José, tu me fais signe, je suis à ta disposition. Hein. Mais écoute, j'en prends note, et c'est vrai que, donc, pour clôturer, alors, tu voudrais terminer avec quoi, donc, quelque chose de positif dans l'histoire, finalement, le Bugarach, donc, on est appelé, c'est une montagne qui nous appelle à un moment donné, c'est ça, Laurent? Ouais, c'est une montagne qui nous appelle, c'est une montagne qui ne laisse pas indifférent qui que ce soit, même les personnes les plus sceptiques, on en a discuté, hein, ne serait-ce que pour la beauté du paysage, pour le point de vue que l'on peut avoir, pour le fait de se retrouver au sommet en pleine nuit et pouvoir constater la Voie lactée, puisqu'on voit très bien le bandeau de la Voie lactée. C'est merveilleux, il y a une atmosphère vraiment, enfin pour ma part, très agréable qui s'y dégage. On peut l'arpenter par plusieurs chemins, on peut y aller en traçant tout droit et on trouvera toujours le moyen de se retrouver et d'arriver au but. On peut le faire par le sentier le plus touristique, voir un peu moins de choses, mais
c'est un endroit vraiment à visiter. Je le conseille pour les gens qui ont la chance de pouvoir venir, qui sont dans la région ou qui sont plus loin, qui ont les moyens de s'y rendre. Il faut pas passer à côté de Bugarach, il faut vraiment le faire au moins une fois. Ça prend une journée. Si vraiment vous voulez faire le must, c'est une nuit. Mais c'est vraiment un haut lieu ésotérique connu de par le monde. Et il faut pas passer à côté de ça. Je pense que si on a l'occasion de le faire, il faut vraiment le faire. Oui, donc un conseil positif de venir le faire, quelque chose un point incontournable dans une vie spirituelle quelque part aussi en même temps de recherche tout simplement et comme tu dis de bien-être, mais en même temps j'aime rebondir dans le sens où j'ai eu moi quelques témoins qui m'ont parlé justement de n'avoir pas ressenti ce côté positif. J'ai même entendu des gens gravir ce sommet et me dire, tu vois José, j'ai voulu le faire à maintes et maintes reprises et à chaque fois il y a quelque chose qui m'en empêchait. J'avais des nausées, je ne me sentais pas bien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça aussi? Est-ce que l'envers du décor existe aussi, Laurent? Oui, c'est un petit peu comme quand on se retrouve dans un crop circle. Hein. Il y a des gens qui ressentent beaucoup de choses, et d'autres qui en ressentent moins, d'autres qui ne peuvent pas y rester, d'autres qui y seraient très bien. Bugarach, ça fait le même effet. C'est-à-dire que moi j'ai un ami qui a voulu l'ascensionner, un ami belge qui a voulu l'ascensionner 3 fois, il n'a pas pu pour diverses raisons. Un coup panne de voiture, un coup, je dirais, ses chaussures se sont cassées, sa semelle s'est cassée, enfin, un coup son téléphone a cassé, il a dû redescendre. Donc, autant la montagne elle vous appelle, autant la montagne elle peut vous dire stop, t'as rien à faire ici. Oui, donc comme on le dit là, un appel, mais pas pour tout le monde quelque part non plus. C'est un appel, mais qui est ressenti différemment selon les personnes. Mais cette montagne, quand on la voit, José, j'espère que tu auras l'occasion de la voir de tes propres yeux quand tu viendras en juillet, elle te laisse pas indifférent, elle te dit de venir, elle te dit viens voir, viens me voir, viens m'arpenter. Il y a quelque chose qui se dégage là-bas, c'est assez phénoménal. Oui, c'est vrai que ça donne l'eau à la bouche et de toute manière, si tout va bien, hein, parce qu'on peut jamais promettre les choses dans la vie, mais c'est vrai que j'y serai, ça c'est, y a aucun doute là-dessus, Laurent. Mais bon, donc pour clôturer l'émission, d'ailleurs, elle est extrêmement riche et variée. Alors chacun y trouvera forcément ce qu'il a envie d'y trouver dans ce qu'on vient d'énumérer. Et encore, nous avons finalement quand même ratissé large à un moment donné, Laurent. Hein. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup plus de choses que ça. Il faudrait des heures et des heures pour tout expliquer. Ah, c'est fou. Il faudrait faire plusieurs émissions, tant le sujet est vaste, oui. Voilà. Et donc Laurent, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'imagine qu'on peut te retrouver notamment, je me répète, mais c'est vrai, je dis tout le temps ça à mes invités, c'est-à-dire notamment les réseaux sociaux, des choses comme ça, Laurent, hein, pour te connaître un peu. Ah ben moi, oui, bien entendu, je suis modérateur sur ton groupe, José, et puis j'ai toujours une adresse de Facebook, alors du Marest, on peut me trouver facilement, m'envoyer des messages, discuter, il y a pas de souci, je suis à la disponibilité, à la disposition de tout le monde, oui. Toutes les belles conversations sont les bienvenues. Eh bien parfait, Laurent, écoute, je te remercie pour tout, mon ami, mon Lolo, hein, et c'est vrai que j'espère à très très bientôt et nous exposerons là encore, nous ferons d'autres émissions ensemble, c'est sûr, hein, Laurent, et nous irons plus là par contre dans le côté paranormal. Je ne dis rien pour l'instant, mais en tout cas, toujours est-il que la prochaine émission que nous réaliserons ensemble, Laurent, eh bien, restera quand même assez gravé dans les annales puisque ça sera quelque chose de vraiment important. Là, je le dis, mais je lance le sujet et c'est vrai que c'est quelque chose que tu maîtrises extrêmement bien et je veux absolument que tu viennes nous en parler ici, tout simplement. Donc pour tout ça, merci Laurent et à très bientôt. Au revoir Laurent. Avec un grand plaisir. Au revoir José. We've got a problem here.